Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Cette semaine, nous parlons du dernier film de Steven Spielberg qui revient à la science-fiction et plus particulièrement au film avec des extraterrestres qui s'appelle Disclosure Day. Et pour cet épisode, je suis avec Robin. Comment ça va, Robin? Ça va super, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Nous sommes également avec Liam. Comment ça va, Liam? Bah écoute, je suis barbu à lunettes et je participe à un podcast, donc je suis content de parler de Spielberg. Super, merci Liam. Et nous sommes aussi avec Arthur. Comment ça va, Arthur? Bonsoir, alors je suis barbu à lunettes et j'aime pas Spielberg, bonsoir. Eh ben c'est bien, comme ça au moins on a tous les avis. Et ben voilà, nous allons passer une petite bande-annonce et on se retrouve juste après pour parler de Disclosure Day. Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's. Today is. Today's. Do you understand what she's saying? I hear it. It's gibberish. I can't understand it. And I can. Alors, Disclosure Day, de quoi ça parle? Le synopsis, si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls, si on te le montrait, te le prouvait, est-ce que ça te ferait peur? Les gens ont droit à la vérité, elle appartient à 7 milliards de personnes, chaque seconde nous rapproche de l'inévitable Disclosure Day. Alors, outre le fait que ce résumé est quand même relativement catastrophique, c'est un film, moi personnellement, qui m'a laissé un ressenti assez mitigé. Il y a des choses que j'ai vraiment aimées dans le film, d'autres qui m'ont paru ratées ou datées, voire même contradictoires à mon sens avec ce que le film voudrait essayer de raconter, mais ça je y reviendrai un petit peu plus tard dans mon intervention. Je vais commencer par le début. Spielberg, pour moi, ça a toujours été un grand metteur en scène, il faut le dire. Metteur en scène dans le sens, metteur en scène de l'action, des choses comme ça. Ses films sont toujours relativement sympathiques à regarder. C'est un entertainer qui marche plutôt bien. Il y a par exemple cette idée de l'ouverture in medias res pendant un match de catch. Donc du catch qui est du théâtre, qui est du fake. On le rappelle, c'est pas pour rien qu'il commence sur un match de catch. Il y a des idées très simples de mise en scène. Je pense aussi à la découverte, en fait, quand un des personnages fait regarder les archives des extraterrestres pour lui faire découvrir que les extraterrestres existent. Il y a toute une lumière qui envahit le cadre, comme une espèce de lumière révélatrice, etc. Bon, c'est un vieux procédé de cinéma, mais ça fonctionne. On retrouve vraiment des belles idées visuelles. Je pense notamment à tout ce qui tourne autour de l'œil, et notamment des pupilles pendant une séquence où un personnage peut prendre le contrôle d'un autre. Il y a un jeu avec les pupilles, parce qu'il y en a un qui a les yeux bleus et l'autre qui a les yeux marrons, qui permet facilement de savoir qui est qui vraiment en un clin d'œil, même si le montage alterné double la sensation et la rend peut-être un peu lourdeau, je trouve, ça fonctionne très bien. Et puis il y a cette excellente séquence tendue avec le train et cette Alfa Romeo Giulia qui a un sombre destin, mais la scène est assez cool parce que je trouve qu'en plus c'est une scène assez originale. D'habitude le train fait plutôt office de barrière pour séparer deux voitures qui se coursent l'une à la suite de l'autre, enfin pendant une course-poursuite quoi, et là au contraire le train est explicitement une menace. Le problème, c'est que des fois, je trouve que Spielberg se regarde un peu filmé. Il y en a un notamment et qui m'agace de plus en plus pendant les plans séquences. Je pense à ce moment où Josh O'Connor doit rentrer dans une voiture et fuir. Et en fait, pour que le plan séquence puisse continuer, on voit que la portière est laissée ouverte pour que la caméra puisse rentrer dans l'habitacle du véhicule. Bon, ça fait vraiment très démonstratif, c'est un peu grossier, ça se voit, c'est surtout le problème, et perso ça me sort un peu du film. Autre chose, au niveau de la musique, alors la musique de John Williams, je suis désolé, je vais en choquer plus d'un, mais c'est plus possible. Franchement, c'est tellement pas inspiré qu'il faudrait peut-être qu'il pense enfin
à arrêter parce que vraiment, moi je peux pas. Tous les thèmes de John Williams se ressemblent. Alors il s'avère que j'ai vu 2 autres Spielberg dans la semaine et quand tu regardes, tu penses soit déjà à du Star Wars ou à du Harry Potter. Franchement, à la longue, c'est vraiment hyper pénible. Moi, j'en peux plus d'entendre toujours les mêmes accords, d'entendre toujours la même chose. C'est plus possible. Je trouve qu'Emily Blunt est assez formidable. Pour moi, c'est le cœur émotionnel du film. Même dans les moments que je trouve personnellement les plus ridicules, elle arrive à vraiment bien rendre ce qui se passe à l'écran. Je pense à la scène où elle prend l'apparence des personnes, je suppose décédées, pour traverser une espèce de groupement de militaires. Bon, je trouve que la mise en scène n'est pas folle pendant la séquence, mais Emily Blunt joue plutôt bien ce truc. À titre personnel, je trouve la séquence niaise mais touchante. Par contre, plus le film avance, plus je trouve que Blunt est un peu plus rigide, un peu moins habité dans son rôle, sans mauvais jeu de mots. Et on va dire que c'est surtout le début que j'ai vraiment beaucoup aimé avec ce personnage qui découvre en fait les choses avec nous. Et c'est vraiment tout ce que j'ai aimé d'ailleurs dans le film, c'est vraiment ce début un peu intriguant, mais sinon c'est vraiment pas un film que j'ai aimé. Je trouve qu'il a un gros ventre mou, et par contre je vais aller directement à la fin et après je vais vous laisser la parole. La fin m'a vraiment saisi, l'espèce de côté un peu choc collectif, la sidération de la population face à la révélation, la sensation que le monde bascule dans une nouvelle ère. Spielberg, je trouve qu'il réussit vraiment sa séquence, j'ai presque l'impression qu'il a fait ce film uniquement pour cette 15 dernières minutes, je dirais, ou 20 dernières minutes. J'aime particulièrement l'idée finale selon laquelle la vérité, ces êtres extraterrestres, la vérité elle n'est pas dans le ciel, les personnages ne lèvent pas la tête mais la baissent parce qu'ils regardent leur téléphone ou ils regardent des télés qui sont plus bas. Enfin voilà, il y a un côté vraiment où l'humain est, renfermé sur son écran, mais découvre quand même quelque chose, et ça contredit un peu le côté un peu boomer d'ailleurs de Spielberg dans certains thèmes. Je pense notamment la télévision en tant que médium de diffusion ultime. Bon, Spielberg, on est en 2026, ça c'est fini, ça fait quand même un paquet d'années que c'est fini, mais bon voilà, l'idée d'utiliser quand même malgré tout son téléphone pour découvrir une vérité extraterrestre plutôt que ces fameux plans de personnages qui regardent dans le ciel, je trouve que c'est une super idée. J'en ressors personnellement, comme je l'ai dit au début, un peu mitigé. J'ai d'autres choses à dire sur le film, mais avant, je vais laisser la parole à Robin. Robin, qu'est-ce que toi tu as pensé du film ? Eh bien moi déjà pour commencer, je tiens à dire que je suis pas un très très gros fan de Spielberg. C'est un réalisateur qui va avoir tendance à m'agacer avec sa naïveté, même si je lui reconnais une capacité à créer des images qui sont directement très évocatrices et que je retrouve dans la plupart de ses films. Même dans The Fumble par exemple, moi la scène où le gamin il met ses mains devant lui pour saisir le projecteur, parce que la lumière du projecteur, je trouve que c'est une image qui parle énormément, une image qui parle dans un film que j'aime pas, mais voilà, c'est un talent que je reconnais facilement, quoi. Or, il se trouve que Disque Journée, c'est un film que j'ai adoré. Voilà, je pense qu'avec le long terme, ça va être l'un de mes films préférés de Spielberg. Pourtant, il y a toujours cette naïveté dedans, mais cette naïveté, elle me dérange moins dans ce film parce que il y a une revendication dans ce film-là, c'est celui d'être un conte de fées en fait. Spielberg nous propose clairement un conte de fées. Il va tout le temps citer Hansel et Gretel. Il va nous mettre souvent des animaux qui vont apporter des réponses, qui vont dialoguer sans les mots, mais avec le regard, mais qui vont dialoguer quand même avec les protagonistes. Ce qui est un trope assez récurrent dans les contes de fées. Je trouve que justement là, ça marche. Ça marche parce que si j'accepte que c'est un conte de fées, j'accepte des scènes qui, dans un film un peu plus sérieux, seraient un petit peu ridicules, comme la scène dont tu parlais, le plan séquence où Josh O'Connor va se faufiler derrière des agents de l'agence où j'ai oublié le nom, mais quand il va se faufiler derrière eux pour entrer dans la voiture, voilà, dans un film plus premier degré, enfin, dans un film qui se voudrait plus sérieux, plus ouvertement mature, c'est une scène qui pour moi fonctionnerait pas. Mais là, vu que le récit assume cette dimension plutôt féerique, plutôt enfantine, je la trouve acceptable. En plus, à ce moment-là, la mise en scène, à mon sens, je trouve qu'elle a encore ce côté évocateur. Ça me parle de voir Josh O'Connor se faufiler, se baisser sous un buisson qui est complètement sec et voir les, entre guillemets, méchants, enfin, c'est des méchants parce que le film est très manichéen, voir les méchants de juste à côté. Voilà, je trouve que ça parle plutôt, il y a un jeu de la proximité qui fonctionne assez bien. Et ce que j'apprécie du coup dans ce ride, en plus de ça, c'est qu'il va quand même se permettre, avec un film d'extraterrestre sorti en 2026, de restituer un petit peu les éléments de la mythologie ufologique, de l'exomythologie, ça n'existe pas, mais ça c'est parlant. Je pense au Crop Circle par exemple, au fait qu'il y a une agence qui a la connaissance des extraterrestres et qui va absolument cacher les informations, le fait que les extraterrestres, ils ont un petit peu tous les pouvoirs psychiques possibles et imaginables, hein, en particulier le fait de manipuler la pensée. Voilà, ça c'est des éléments qui ont toujours été très récurrents dans le trope. Et là, il les restitue de façon assez méthodique. Et ce que ça me procure, en fait, c'est que pour moi, ça permet de reconditionner le spectateur quelque part à être ému, à être émerveillé par l'idée de la révélation de l'existence des extraterrestres. Pour moi, tout ce film, justement, il mène assez bien méthodiquement jusqu'à la dernière scène dont tu parlais, jusqu'aux 15 dernières minutes.
qui va être la scène de la révélation finale, parce que à la fin, moi, devant cette scène-là, je me souviens, je m'étais dit, enfin, j'étais bouleversé avec cette journaliste, quoi. Quand elle commentait ces images d'archives, ces images qui littéralement se passent de mots, du coup, le langage est désuet, du coup, elle n'a plus rien à dire. Dans un film sur la communication, je trouve ça assez brillant, justement, on n'a plus besoin de parler, c'est juste ça fait sens. Et moi, je m'étais retrouvé à me sentir non plus comme un spectateur, mais vraiment comme une personne qui existe dans le monde de Disclosure Day et qui découvre ces images comme tous mes concitoyens, comme tous les humains du monde, quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose pour moi qui a vraiment extrêmement bien marché. Il y a toujours pas mal de choses qui me plaisent dans la mise en scène de Spielberg aussi. Déjà la fameuse scène de l'enlèvement extraterrestre, une scène qui va du coup lier la mythologie des extraterrestres avec le conte de fées dans et Gretel, que je trouve absolument magnifique, hein. Moi, c'est ma scène du film pour moi. Et il y a toujours ces éléments de mise en scène. Spielberg, il joue énormément avec les reflets. Je trouve ça très très malin de jouer avec les reflets dans un film, parce que par exemple le personnage d'Emily Blunt, qui est à mon sens le meilleur personnage du film, elle va être introduite d'abord à travers un écran, puis après à travers son propre reflet. Et en fait, le reflet, qu'est-ce que c'est ? Le reflet, c'est le doute, c'est l'autre, c'est celui qui brouille les repères moraux. Et là, en fait, ça nous indique que cette naïveté dans le film, finalement, c'est une naïveté qui va être assez conscientisée, qui vient pas de nulle part. Spielberg, il est peut-être naïf, mais il est plein d'espoir dans son propos. Il croit sincèrement dans le fait que la révélation des extraterrestres peut unir l'humanité. Et justement, ça ne vient pas de quelque chose de gratuit, en fait. C'est-à-dire que cette notion du doute, elle est présente en permanence dans le film. Et ça me fait dire que quand même, c'est un sujet qui, bien qu'il choisit de tendre vers la naïveté, a quand même été maturé. Et pour ça, je pense que c'est un film qui a particulièrement bien marché sur moi, là où les autres films comme, je sais pas, comme E.T., que je trouve sympathique, me laissent quand même globalement assez indifférent sur le long terme. Donc moi, Disclosure Day, j'ai vraiment énorme coup de cœur en fait pour ce film. Comme je l'ai dit, ça va être l'un de mes Spielberg préférés à l'avenir, je pense, hein. Je voulais revenir aussi sur la séquence dont tu parles, la séquence de souvenirs qui fait lien avec Hansel et Gretel avant de laisser la parole à Liam. C'est pas ma séquence du film. Par contre, il y a une scène de morphing à un moment donné qui est quand même assez dingue, et c'est là où vraiment, oui, je trouve que Spielberg, il arrive toujours à avoir ce petit effet de mise en scène, ce petit truc qui fait que ça fonctionne toujours. Et vraiment, enfin voilà, par fulgurance, j'ai aimé certaines choses dans Disclosure Day, mais dommage, j'aurais voulu être aussi positif que toi, et puis aussi positif que va l'être Liam, à qui je vais laisser la parole. C'est grâce à moi que cet épisode va passer l'heure d'enregistrement. Alors, j'ai déjà un affect pour Spielberg, un affect fort, étant donné que je suis énormément touché par beaucoup de ses films. Rencontre du troisième type a été l'une de mes premières claques de cinéma quand j'avais une dizaine d'années, donc vraiment, j'avais des attentes avec Disclosure Day, et pourtant, j'ai été cueilli comme je n'y attendais pas. Et pourtant, la première image dont on a vite fait parler, cette image de catch qui prend directement le spectateur, qui surprend, qui le violente littéralement, je trouve que ça mène déjà, encore une fois, on parlait de ce côté fake, mais ça permet de créer un décalage d'une image spectacle brutale vers l'enjeu humain, le personnage directement de Daniel. Et je trouve que cette micro-transition d'image, elle est simple, mais elle est hyper efficace et surtout pertinente, notamment par ce que raconte le film dans sa globalité, dans ce qui en ressort dans sa toute dernière image. Ça amène aussi un sentiment de troisième acte. En fait, d'une certaine manière, on plonge in media res dans le film, on est pris dans un enjeu qui aurait pu être le troisième acte d'un tout autre film, et pourtant, ça passe très bien, parce qu'au moins, on perd moins de temps de caractérisation, on est dans la caractérisation directe dans le moment, et ça reste également pertinent vu le propos qui est de la découverte d'informations, et justement, comment appréhender celle-ci. On est dans une vision qui partage en même temps l'intime et le global sur le rapport à l'image. Qu'est-ce que le partage d'une image qui va être diffusée dans le monde entier, qui peut changer le cours des choses, même si on n'y pense pas directement? Qu'est-ce que cela peut avoir comme effet sur l'individu, mais sur la communauté entièrement? Et c'est cette tension qui, pour moi, fait partie des moteurs alimentant les thématiques du film. Et le tout, ça se fait déjà avec un travail de mise en scène. Vous avez parlé d'autres plans, mais j'ai envie de parler de la manière dont il bloque le cadre, notamment le premier plan où l'on voit Colin Firth de dos pendant qu'ils sont en train de fouiller le sac. Donc il fouille le sac, la caméra bouge, on a ce personnage qui est de dos mais qui est barré par la fenêtre de la voiture, et avec des gouttes qui renvoient un petit peu avec la lumière aux étoiles, mais qui en même temps bloquent l'information tandis que Daniel rentre pris par les carbes. Tout ça en une image, c'est clair, c'est direct. On a déjà une caractérisation du personnage de Colin Firth, on a déjà justement ce sentiment d'urgence, et c'est peut-être le sixième, septième plan du film. Je n'ai pas compté, je préfère vivre le film. Mais dans ce rapport également intime et global, il y a aussi cette vision du couple. C'est quand même drôle thématiquement qu'on ait d'un côté un couple qui se découvre, qui doit justement faire face
aux informations que l'un cache à l'autre, et de l'autre, un couple qui se délie et qui, par ce partage d'informations, va vers une forme de division qui est assez suggérée. Et ça renvoie, encore une fois, à tout cet aspect familial qui est évidemment omniprésent chez Spielberg. On a parlé vite fait de Fabelmans, mettant toute sa carrière. Le fait même que Daniel se réfugie dans une maison ferme qui est délabrée et que de l'autre côté, le personnage de Margaret doit redécouvrir, revivre son traumatisme par le biais de son domicile qui a été reconstruit. Là encore, niveau thématique, je trouve quand même que c'est fort, c'est pertinent et ça arrive justement à rajouter un fond émotionnel qui, pour moi, est peut-être moins, j'ai pas envie de dire naïf, comme vous l'avez dit, plutôt une forme d'optimisme dans une période de cynisme. C'est quelque chose qui est très divisé, et d'ailleurs je trouve que le film parvient à l'être sans être trop guiré non plus. On n'est pas dans le sentiment d'un E.T. par exemple, même si les dernières minutes, il y a une exaltation pour moi qui m'ont fait frissonner au cinéma, les 2 fois. Mais il y a quand même cette notion de comment faire un film qui peut croire en l'humain, qui peut avoir une foi dans son rapport à l'image, dans une espèce de communion qui se fait par le partage global d'une image, une vision qui est en groupe, vraiment, littéralement du cinéma, même si sur téléphone pour le coup, mais bon, ça on peut chipoter, comment cela peut probablement sauver le monde d'une certaine manière. Et en même temps, on ne le sait pas. Le fait même de se terminer sur cette dernière réplique, ça nous laisse dans une envie d'y croire, et en même temps, on n'a pas besoin d'en savoir plus, mais on peut imaginer les tensions qui peuvent se créer par rapport à ça. Évidemment, on sait bien, vu les remarques de certains, qu'il peut y avoir des complotistes qui râleront d'une autre manière ou les éternels, c'est de l'IA, même quand le film dit littéralement que ça ne l'est pas, mais bon, c'est comme ça. Je vois plein de thématiques que je pourrais brosser, je vais sûrement en garder pour une deuxième partie, parce que sinon ça va devenir un tunnel de 30 minutes, mais on a notamment un rapport au toucher qui est prégnant, le premier contact entre Daniel et Margaret qui passe par les mains, Margaret qui touche les crayons, la crise de panique de Margaret qui passe en touchant le piano, Noah Scanlon, donc l'antagoniste du film, qui refuse constamment d'avoir du contact alors qu'on essaye de le sauver de son opération en permanence et qui finalement ne se laisse faire qu'à toute fin par le biais d'Hugo. C'est encore une fois des trucs qui sont très fins, qui n'ont pas besoin d'être surlignés, mais qui apportent une certaine densité émotionnelle au film, selon moi. Et c'est notamment pour ça que j'ai beaucoup été touché là-dessus. Et le tout est quand même une pertinence politique, parce que, encore une fois, le cinéma de Spielberg a été influencé notamment par le 11 septembre. On a parlé en off notamment du Terminal qui divise, moi j'apprécie l'intention, mais bon. Mais le cinéma de Spielberg est clairement influencé par l'évolution américaine. Et pour moi, l'une des proximités thématiques qu'il faut faire, c'est avec The Post, Pentagon Papers en France, si je ne me trompe pas, où il y a ce côté monde post-modern, où on doit partager l'information, où la population se doit d'être au courant, qu'importe le prix à payer d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, j'ai envie de rebondir sur la remarque par rapport à la télévision qui, effectivement, peut être vue comme un média mort, mais le fait même de passer par la télévision, par la diffusion d'images, pour moi, ça reste pertinent dans la réalité du monde, déjà, parce que c'est plus facile de croire en des images qui sont partagées par la télévision que balancées directement sur YouTube là-dessus. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi, et je leur dirais que nous ne sommes pas d'accord. Simplement. Mais également pour avoir cette proximité de communion. Ça amène justement ce côté image qui se partage au fur et à mesure des médias et qui se doivent d'être vécus sur différents écrans, mais qui évite le côté très YouTube Kaizen. Juste ici, on est dans cet aspect communion qui peut être vu par le biais de l'écran télévision /cinéma /téléphone si on le veut. Il y a également plein de trucs que je pourrais souligner, notamment j'ai envie de faire un lien avec le final de Glass de M. Night Shyamalan, pour lequel il y a des thématiques, notamment la croyance en l'image, et je trouve que avoir cette même conclusion d'information qui est balancée au monde, avec cette envie de croire à un rapport de changement par le biais des images, c'est quelque chose qui m'émeut et qui, pour moi, renvoie énormément de choses. J'aurais d'autres points à souligner, mais j'ai envie de laisser parler les haters avant de leur dire qu'ils ont tort. Je passerai juste sur le seul point négatif que je veux bien souligner avant d'en aborder d'autres tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le renard, il renarde un peu niveau effet numérique, mais franchement, je trouve qu'il y a pire. Je préfère personnellement des animaux qui sont numériques que des animaux qui peuvent être blessés sur les plateaux, même si j'ai beaucoup aimé récemment Cocotte et Gohan, qui impliquent de vrais chiens et de vraies poules. Mais ça, c'est une digression qui se rapproche du conte. D'ailleurs, vite fait pour rebondir sur le conte, et après je laisse la parole. On parlait d'influence de conte, mais la foi en plusieurs formes de narration en général. Le conte, on en parlait aussi même avec Blanche-Neige, qui est la chanson utilisée par Margaret quand elle a peur, mais aussi même la religion, le pouvoir de la religion qui évite pour moi un côté très catho-protecteur, très
très religion friendly, mais qui essaie d'y voir justement le fait que chacun a une forme de croyance diverse, mais qu'elle est salvatrice parce qu'on a foi en l'humain, on peut avoir foi en des formes de narration. Et je trouve ça même thématiquement intéressant que le personnage qui est marqué comme ex-croyante, qui est joué par Evie Hewson, Jane, celle-ci se retrouve littéralement possédée. Ça fait partie de ces micro-points narratifs que je trouve intéressants. Mais je vais laisser parler Arthur, sinon on ne m'arrêtera pas. Effectivement, et alors pour nos auditeurs, auditrices, attachez votre ceinture parce que alors là, il en a gros sur la patate. Je tiens à C'est pour ça que je préciser. regarde pour après. Je tiens à préciser. Voilà. Allez, Arthur, tu peux y aller. Lâche-toi. Alors non, mais j'en ai pas gros sur la patate. J'ai aucun attrait particulier pour Spielberg. Je vais nuancer un peu. Je le trouve pas détestable, mais je le trouve souvent trop naïf et inintéressant. À part quand il fait de l'action un peu bête et méchante, mais bon, à part, sa vision des extraterrestres n'est pas la mienne, disons. J'ai détesté Rencontre du troisième type, j'ai détesté E.T. Je pense que j'ai pas un grand attrait, même si je le trouve sympathique, La Guerre des Mondes. Voilà, je préfère qu'en fait, je pense que, et vraiment, je ne citerai pas Pierre Murat, mais j'ai la même idée que lui, puisqu'il l'a dit dans Le Masque et la Plume la semaine dernière, cette semaine. Je pense que Spielberg qui fait de l'action ou qui raconte des histoires, enfin, qui raconte des histoires, non même pas, qui fait de l'action, c'est intéressant. Je pense que dès qu'il essaye de réfléchir, c'est un peu problématique, parce que c'est d'une bêtise innommable, en fait, de voir un film comme ça en 2026. Il n'y a rien à mes yeux, qui est réussi du début à la fin. Même les scènes d'action sont mornes et plates, on dirait un peu à la manière de certains derniers films de certains réalisateurs. Oui, je souhaite que ce soit son dernier film, parce qu'à un moment, il faut quand même arrêter, papy. C'est fait sous oxygène, en fait. Il a un masque à oxygène, il réalise son film sous oxygène, et il a plus aucun sens du rythme, ni de l'action, finalement. La scène du train, c'est rigolo au début, puis ensuite, ça s'éternise. Le train qui arrive en face, c'est une bêtise innommable. On voit qu'il n'est pas très rapide, il freine pas, ça klaxonne juste un petit peu. Enfin, des scènes de films d'action qu'on voyait dans des mauvais westerns des années 60, qui étaient faits à la va-vite, qui duraient 1 heure et qu'on enchaînait. Pourquoi pas, mais dans un film avec un tel budget par un tel réalisateur, on attend quand même beaucoup mieux, surtout en termes d'image. C'est quand même globalement assez laid. Les acteurs ne sont plus dirigés. Je trouve que les acteurs sont affligeants. Colin Firth, c'est d'une médiocrité. Il est un cliché d'un méchant de Marvel, en fait. C'est-à-dire qu'il a un long manteau, il est jamais content, on voit jamais son cou parce qu'il a un col roulé. C'est mieux d'avoir un col roulé quand on est méchant, on dirait un méchant de James Bond. Il geint tout le temps, en fait, voilà, il parle pas, il geint pour bien montrer qu'il est un gros méchant. Il a une armée de bras cassés avec lui, c'est impossible d'avoir une armée aussi mauvaise. Ils sont je ne sais combien, ils sont incapables d'arrêter deux gamins qui s'échappent d'un motel. Enfin, c'était catastrophique à tous les points, il y a, à mes yeux, il n'y a strictement rien qui fonctionne. Et malgré ce que disait Robin au début, c'est l'un des rares Spielberg qui pour moi se prend vraiment ultra au sérieux. D'habitude, il y a un petit côté un peu humoristique, un petit peu second degré. Là, je trouve vraiment pas, ça se prend ultra au sérieux, que ce soit sur la religion, que ce soit sur les extraterrestres. Vraiment, il veut nous expliquer que c'est lui qui a raison, que c'est lui qui a les meilleures idées du monde, que c'est lui qui a la meilleure vision des extraterrestres. On est encore quand même en 2026 avec des extraterrestres d'1,10 m qui ont des technologies gigantesques et qui sont incapables de résister à 3 soldats américains qui choisissent 2 élus sur Terre en Amérique. Alors je veux bien, il est réalisateur américain, je dis pas, mais on est quand même dans une absurdité qu'on critiquait déjà et que personnellement je critiquais déjà dans ses précédents films extraterrestres, qui étaient déjà critiqués quand il faisait Rencontre du troisième type. Enfin, je ne sais il y a combien de mèmes existent sur Internet de la carte du monde d'après les extraterrestres, et on est vraiment dans ce cliché extrême. Il n'y a que les États-Unis qui comptent. D'ailleurs, quand ils montrent à la fin les images des différentes télés, des médias, on voit quasiment que des Américains. Pas un Asiatique, il n'y a pas un mec en Afrique, il n'y a pas un Européen, il n'y a rien du tout, c'est vraiment quasiment que des États-Uniens. Enfin, c'est comme Fableman en fait, et c'est là où je trouve ça étonnant que les gens qui n'ont pas aimé Fableman aiment celui-là. C'est égocentré, c'est l'espèce d'égo trip d'un mec qui veut nous expliquer comment fonctionne le cinéma alors qu'il est incapable de pondre autre chose que de l'action, qui est incapable de réfléchir plus loin que le bout de son nez. C'est prétentieux. Les Croc Circle, il en fait rien. En fait, il fait rien d'aucun de ces sujets. L'agence, il en fait rien. Les élus, il en fait rien. Les extraterrestres, il en fait rien. On a sûrement E.T. qui a vieilli à la fin. C'est plutôt sympa, c'est rigolo. On a une espèce d'extraterrestres rachitiques. Je pense qu'il va falloir un moment que les extraterrestres ils aillent voir des psys, parce que je pense qu'ils sont anorexiques à ce niveau-là. On est vraiment dans tous les clichés possibles qu'on peut avoir sur les films d'extraterrestres, et je pense que Spielberg réussit dans le cinéma quand il ne réfléchit pas. Et là, il veut trop réfléchir et il n'y arrive pas, le pauvre monsieur. Et il y arrive surtout quand il n'écrit pas ses films. Un de mes films préférés de lui, et vous pourrez me critiquer là-dessus, c'est pas grave, chacun ses goûts, et je comprends les vôtres sur ce film-là en vous écoutant, mais c'est Minority Report, et c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Philippe Cadic, et je pense que Philippe Cadic est bien plus intelligent que Spielberg ne le sera jamais, et c'est bien pour ça que le film est bien plus réussi, parce qu'en fait il adapte un bouquin. Ready Player One est un contre-exemple, mais le bouquin est nul aussi, c'est pour ça. Enfin voilà, je trouve que c'est
un film bête qui prend les gens pour des bétoches et qui n'apporte strictement rien. Alors, il a quelques bonnes idées. Et là, je reviens sur ce qu'a dit Liam. Vraiment, je trouve que les scènes de début, j'étais presque motivé les 10-15 premières minutes. Par exemple, quand ils sont dans la voiture. Alors, la scène de cas, j'ai trouvé ça affreux. Je comprends pas qu'on puisse commencer un film comme ça, mais du coup, ça annonçait déjà du mal. Mais dans la voiture, les reflets qu'il refait sur la vitre de la voiture où il place sa caméra pour filmer les visages avec les reflets de l'extérieur, donc le reste du monde à qui il veut annoncer sa nouvelle, à qui il veut annoncer... finalement, c'est comme le monde qui voit à travers une vitre, à qui il veut dire, mais il ne peut pas encore dire ce qu'il sait. Je trouve que c'est plutôt réussi. Mais voilà, ça dure 15 minutes et ensuite, c'est 2 heures d'un mauvais épisode d'X-Files. Et vraiment, je l'ai dit dès que je suis sorti de la salle avec Jordan, j'ai dit pour moi, c'est un mauvais épisode d'X-Files. On est vraiment dans tous les clichés qu'un épisode d'X-Files peut avoir, sans le charisme, malheureusement, des 2 acteurs de la série. Donc, c'est un peu problématique. J'ai oublié le nom de l'actrice principale et pourtant, je l'aime bien dans d'autres films. Est-ce que quelqu'un peut me le rappeler? Emily Blunt. Emily Blunt, vraiment, j'ai l'impression qu'elle est... Et l'autre, Alex O'Connor, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Josh O'Connor. J'ai l'impression qu'ils sont sous ecstasy pendant 2 heures, mais pas de la bonne ecstasy, c'est-à-dire qu'ils sont... Alors, t'as dit possédés, moi je dirais plus qu'ils sont mal dirigés et qu'on a l'impression tout le temps qu'ils sont comme des vieillards qui sortent d'un EHPAD d'un jour de soleil après 6 mois d'hiver. Ils marchent à tâtons, ils ont toujours la bouche grande ouverte. À part les internets, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Après, en effet, c'est un film qui pourrait donner malheureusement la parole à des complotistes complètement débiles en disant bah regardez, on nous ment alors que bon, ça reste de la fiction. Mais j'arrive toujours pas à comprendre quand des extraterrestres qui ont des telles technologies. Et là, dans les vidéos, contrairement à E.T. ou en Camp du troisième type, on les voit ces technologies. Il y a plusieurs images assez sympas finalement dans l'imagerie science-fiction à la fin, avec des vaisseaux très rapides, etc. Arrivent quand même systématiquement à se crasher aux États-Unis, à sortir du vaisseau dans des états quasiment de mort cérébrale et à être incapable, mais je l'ai déjà dit, de résister à 3 soldats américains dans les années 40. Enfin, on marche sur la tête de pouvoir faire encore croire ça en 2026. Et puis, le seul média qui apparaît vraiment, à part les écrans à la fin, où Jordan a très bien dit, il baisse la tête, etc., c'est la télé. Il faut absolument que le message soit passé à la télé. Je ne sais pas quel est l'objectif de Spielberg, si c'est un objectif de redonner de la valeur à une télé qui a en effet ces dernières années perdu en importance, et qui pour lui, à son époque, avait cette importance d'information et de diffusion. C'est sûrement pour ça, mais ça fonctionne plus trop, je trouve, aujourd'hui, cette espèce de volonté d'y aller. Et puis, méchants, ils abandonnent au moindre truc. À la fin, il est là, Colin Firth, il s'assoit sur une chaise, puis il écoute parler. T'as l'impression qu'en fait, les 2 heures précédentes ont servi à rien. Parce qu'au final, finalement, il lui laisse avoir son speech, il se bat même pas jusqu'au bout. Enfin, bon, il y a plein de choses comme ça qui sont problématiques. Les références aux contes de fées, alors vous avez bien aimé, moi je trouve ça, au bout d'un moment, il faut grandir. Enfin, pas vous, je parle du réalisateur, après qu'on apprécie, c'est autre chose, mais je veux dire, à un moment, l'imagerie, pour pas que la petite fille ait peur de mettre des animaux et une maison dans Hansel et Gretel, enfin, de souvenirs Hansel et Gretel, c'est pas le meilleur conte quand même des frères Grimm. C'est quand même assez problématique. Et puis, toujours enlever des enfants. Bon, on a encore le cliché du vaisseau spatial tout blanc. Enfin, je trouve qu'il n'y a vraiment pas un pet du film qui fonctionne. Vraiment, à mes yeux, il n'y a rien qui est réussi, à part les 10 premières minutes, si on enlève le catch au début. Enfin, c'est affligeant, c'est jamais réfléchi, c'est jamais intelligent, c'est juste un téléfilm bête et méchant. Et encore, Duel était un téléfilm, c'était beaucoup mieux. Mais bon, voilà. Je vais revenir sur 3 trucs que tu as dit. Colin Firth en méchant, on est vraiment sur la lignée du méchant comme dans Ready Player One. On a la petite société avec plein de gens, ils sont tous nuls, parce que Ready Player One c'est quand même un peu la même chose, le méchant et les méchants ils sont tous nuls, le grand méchant il est tout pourri et puis il fait le grand méchant. Bon, moi j'ai aimé Ready Player One, mais alors ça, je trouvais ça sympa, mais alors le côté méchant et tout c'était complètement raté, et là je trouve que c'est un peu la même chose, mais je vais un peu étayer mon avis sur ce truc là après, parce que j'ai quand même quelque chose à dire. Les extraterrestres, l'imagerie extraterrestre, alors je comprends que ça soit gavant, après c'est vrai que le film prend explicitement place à l'époque, les archives, je crois que ça commence avec Nixon, donc c'est un peu vraiment la vieille imagerie, le fait qu'ils reprennent la vieille imagerie, bon à la limite ça me choque pas, et puis qu'ils gardent, on va dire, une direction artistique du début de sa carrière jusqu'à maintenant. Spielberg, bon, à la limite, voilà, ça me choque pas, je trouve ça sympa. Après, c'est vrai que, je me rappelle qu'on en a parlé pendant la séance, quand l'extraterrestre débarque, qu'il est tout caché avec son espèce de bâche, à un moment donné, on s'est dit, tiens, ça y est, c'est le retour d'E.T., tu sais, le côté un peu... Non, c'est Professeur Xavier dans ouais, oui, on avait dit au début Professeur Xavier en rigolant, puis après on s'est dit, tiens, c'est E.T. 2, le retour, vraiment, tu sais, Spielberg qui pète un plomb, qui nous fait du Marvel, tu sais, il nous fait revenir E.T. en fanservice. Bon, il s'avère que c'est pas du tout ça, évidemment.
évidemment. Et j'ai un peu réfléchi par rapport à la télévision, par rapport à ce que disait Liam tout à l'heure. Je pense qu'aussi il y a le côté on utilise la télé, pas forcément pour le canal de diffusion direct, parce que ça existe très bien sur Internet, mais pour le côté présentateur. Parce que l'avantage d'un présentateur à la télévision, enfin notamment je veux dire là au cinéma pour la séquence, c'est que il réagit. Et donc on a une certaine réaction. Justement, ça permet aussi de faire passer cette sidération de, comme disait Robin, quand le présentateur finit sans voix parce que la séquence est censée nous laisser sans voix. Je pense que il se sert aussi de la télévision grâce à ça, même si on pourrait dire qu'il y a aussi des présentateurs sur Twitch par exemple. Mais comme sur Twitch, c'est toi qui diffuses ton propre programme, alors que là, c'est quand même quelqu'un qui, entre guillemets, pirate une télévision et du coup, on va dire, force un petit peu l'image pour le monde entier. Il y a quand même un côté un peu différent. Donc, on va dire que peut-être pour ça, je peux comprendre qu'il utilise la télévision et non pas un quelconque canal en direct sur Internet. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, quand même finir sur un point positif de ma part. Je trouve que l'idée, et c'est une belle mise en abîme du cinéma, de reconstituer la maison de Emily Blunt quand elle est petite. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée et ça fait une belle mise en abîme du cinéma parce qu'il y a un plan qui est assez joli finalement, même si la scène est complètement débile parce que l'armée de Colin Firth est absurde et complètement conne. Mais c'est le scène de fond où on voit que c'est vraiment un décor finalement. Et je trouve que c'est assez joli en fait de montrer un décor inversé et ça me rappelle Coup de cœur de Coppola où on joue toujours avec les limites du décor et les limites du plan et de la scène en fait, où dans Coup de cœur de Coppola on voit carrément l'éclairage au plafond à plusieurs moments où on a vraiment l'impression d'être dans un studio et là c'est un peu la même chose. Mais encore une fois il en fait pas grand chose, c'est dommage, mais je trouve que c'est assez joliment fait. C'était que ce côté on reconstruit la maison typique des années 60, 80 peut-être, parce que je sais plus, je crois qu'il y a une Super NES, quelque chose comme ça qui est branché à la télé, donc peut-être des années 80. Je trouve que c'est plutôt joliment fait, la maison est sympa à l'intérieur, le problème c'est qu'il en fait rien, on passe tout de suite à la chambre, on passe tout de suite au rêve, et ensuite on passe tout de suite à l'action, ou avec les camions de pompiers, et c'est un peu dommage, mais on voit quand même la construction d'un décor de cinéma, et je trouve ça plutôt sympa, parce que c'est rare qu'on voit ça au cinéma finalement, on l'a vu dans La Nuit américaine de Truffaut, mais voilà, lui qui adore Truffaut, enfin Truffaut qui adore Spielberg, et je pense Spielberg qui le rendait également à Truffaut, enfin il y a une sorte d'amitié cinématographique entre les deux, je trouve ça sympa de voir la construction d'un décor de cinéma, même si à chaque fois qu'on le voit, il y a l'autre qui est au téléphone et on le rate un peu, mais il y a quand même une idée là-dessus. Peut-être la seule du film. Oui, puis il y a un côté visible et invisible qui se joue entre ceux qui voient, ceux qui savent, qui deviennent invisibles, etc. Enfin bon, vers la fin, même si on en a parlé, il y a le coup de l'armée, ils ont des caméras thermiques, ils savent que les gens sont là, puis ensuite ils disent « Attendez, j'entends du bruit ». Bah oui, c'est normal, t'as vu qu'il y avait des gens ici, donc c'est normal que t'entendes du bruit en fait. Et du coup, ressort tes caméras pour voir ce que sont en train de faire les gens. Enfin, je sais pas, il y a un truc... Ah oui, donc il faut les virer ces gens. Et c'est catastrophique. Non, moi ce que je voulais dire, et c'est peut-être là où je trouve que le film thématiquement me perd, et on va vraiment rentrer dans la thématique, c'est vraiment dans le traitement de la révélation extraterrestre. Alors, Spielberg, il choisit vraiment d'en faire toute une question de foi. Religion, vérité spirituelle, etc. Personnellement, ça me parle pas beaucoup. J'aime certaines répliques, notamment quand le personnage d'Emily Blunt refuse de devenir une nouvelle prophète ou une nouvelle religion, quand il y a une des femmes qui décide de commencer à s'agenouiller devant elle, elle refuse et elle part. Mais tout le film repose sur l'idée que révéler l'existence des extraterrestres pourrait provoquer un bouleversement quasi apocalyptique pour l'humanité. Et ça me paraît vraiment complètement exagéré. Historiquement, le monde a déjà survécu à des découvertes qui ont complètement bouleversé notre vision de l'univers. Alors, notre, peut-être pas nous, mais de l'humanité, j'entends. Et même pour la religion, d'ailleurs, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que le film traite cet événement, donc de la découverte des extraterrestres, d'un pur point de vue acte de foi, alors que c'est quand même un événement avant tout scientifique, c'est un événement biologique. Découvrir une intelligence extraterrestre serait probablement l'une des plus grandes découvertes biologiques de l'histoire, pourtant le film déplace systématiquement le débat, d'ailleurs le débat n'est jamais sur cette découverte-là, le film déplace ce débat systématiquement vers la religion, la morale, le spirituel, etc. Donc, bon, moi, ça me touche pas. Et t'as le côté, Wardex sont des véritables obscurantistes du récit, hein. C'est eux qui cherchent à ce que l'information ne bouge pas. J'ai presque envie de dire qu'on est vraiment, pour faire un parallèle, de l'église avec Galilée. Bon, bref. Et là, à l'inverse, on cache la vérité aux gens, et parce qu'on aurait peur, même que les croyants, d'ailleurs, finissent par perdre leur foi en Dieu. Bon, oui, d'accord, mais après tout, comme le dit une autre bonne sœur, ils auraient foi en autre chose, et puis voilà, enfin, c'est pas dramatique, quoi. Enfin, à mon sens. Hein. Du coup, pour moi, tout le dilemme du film, qui repose quand même sur ce dilemme social, moral, religieux, ou que sais-je, il est avant tout scientifique, et les scientifiques, en général, n'ont absolument aucun mal à montrer au monde l'étendue de leur découverte majeure. Faire de la découverte des aliens un acte de foi, moi, ça me paraît hors propos. Et c'est pas en plus le contexte moderne de 2026 qui change mon point de vue. Après, voilà, moi, je suis athée, Spielberg ne l'est pas, donc, à la limite, je peux concevoir que
il veuille décider d'en faire un truc de foi. Mais pour moi, c'est vraiment contradictoire par rapport au fait que pour moi, c'est avant tout quelque chose de scientifique. Et il y a ce côté, ce choix un peu discutable. Vous avez parlé de complotisme, etc. C'est vrai que Spielberg quand même flirte énormément avec ça. Et d'ailleurs, à la fin, l'apparition finale d'un extraterrestre en chair et en os, ça sert surtout, je pense, à empêcher les spectateurs du film de penser que toutes les images précédentes étaient truquées. C'est-à-dire que justement, Spielberg, en montrant cet alien en vrai à la fin, ce vieil alien, empêche de potentiels gens, vous savez, ceux qui disent ah ouais mais non, en fait on est dans un rêve ou je ne sais trop quoi, enfin ceux qui penseraient que bah non, en fait toutes ces images effectivement c'était des fausses images, c'est du complotisme, les extraterrestres n'existent pas et en fait tout ça ce sont des lanceurs d'alerte qui, vous voyez très bien où je veux en venir. Je pense que cet extraterrestre à la fin n'est là que pour ça, c'est-à-dire pour que tu n'aies aucun doute, toi en tant que spectateur, sur les extraterrestres. Après je ne sais plus si dans le film cet extraterrestre il est filmé, j'en sais rien parce que on voit que la caméra panote et retourne sur Emily Blunt qui prononce ce fameux mot écouter, enfin listen en anglais, et bon, le film se coupe là, je ne sais pas si le film nous dit que cet extraterrestre est filmé, mais voilà, il y a vraiment un côté... on voit la caméra qui s'approche. Il y a la côté du directeur de la prod qui se tourne et qui s'approche de l'extraterrestre. Ok, ouais, bah, je me rappelle On voit pas. les réactions des personnes dans les studios extérieurs. Autant pour moi. Il y a un autre truc, et là je pique ce truc-là au Masque et la Plume, c'est la deuxième fois qu'on y fait référence. Il y a quand même des choses un peu discutables, je pense à cette logique très genrée. Alors il y a deux élus, un homme et une femme, et l'homme hérite du don des mathématiques et la femme du don d'empathie. Bon, voilà, on est en 2026, enfin je veux dire à un moment donné, cette vision de mathématiques pour le garçon et l'empathie pour la fille, bon, franchement c'est un peu ridicule. Pour moi c'est un Spielberg mineur, qui est vraiment plombé par un gros ventre mou. Spielberg, il est toujours capable de montrer qui il est dans des séquences qui restent assez fortes, qui m'ont plu, mais malheureusement c'est vrai que j'en attendais peut-être un peu plus de Spielberg. Pour moi, il n'y a pas vraiment de confusion, entre la foi et le scientifique. Pour moi, il assume clairement que lui, c'est cet aspect-là qui l'intéresse. Et je pense qu'on ne peut pas évacuer que si demain, il y a une révélation de la vie extraterrestre, d'une intelligence extraterrestre, qu'en plus elle est vraiment développée, qu'a priori elle est supérieure et qu'elle a la technologie pour nous voir, je pense qu'on ne peut pas évacuer la possibilité que le commun des mortels, la plupart des gens, remettraient forcément en question leur existence quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que pour moi, les croyants, peut-être ça va altérer leur foi, parce qu'ils vont se dire, attends, il y a un problème, si Dieu m'a créé à son image, qui est-ce qui les a créés eux? Est-ce que c'est Dieu aussi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes, on n'a pas le même visage qu'eux, donc c'est quoi l'explication? Et d'un autre côté, je pense que justement les non-croyants se diraient, alors attends, si il existe une forme d'intelligence plus évoluée que nous dans l'univers, qu'est-ce qui nous dit que justement on est extérieur à eux? Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne serait pas leur création quelque part? Donc, moi, je pense que oui, la question de la foi, c'est une façon de revenir sur le grand questionnement humain que tout le monde se pose, c'est quel est le sens de la vie, quelles sont nos origines? Et pour moi, honnêtement, ça ne me dérange pas qu'il n'ait pas forcément traité le côté scientifique, parce que je trouve que pour la vision de Spielberg, c'est la foi, c'est la position qui fait le plus sens, quoi. Mais après, pour revenir sur cette histoire-là, je veux bien que tu dises oui, il a créé l'homme à son image, d'accord, mais rien n'indique que c'est pas parce que les extraterrestres existent qu'il n'a pas créé l'homme à son image. Je veux dire, il y a plein d'autres espèces qui existent sur la planète Terre. D'ailleurs, la religion s'est très bien remise de l'existence des dinosaures ou ou que sais-je, tu vois. Enfin, je veux dire, ils n'ont jamais eu de problème avec le fait d'avoir des grandes découvertes passées, en l'occurrence, quand il s'agit des dinosaures sur Terre, par rapport on va dire, au discours global. Ça fait un peu bizarre dit comme ça pour la religion, mais tu vois, évidemment qu'il y aurait des bouleversements. Je veux pas dire que demain, si j'apprends que les extraterrestres existent, je vais le prendre genre en mode ah tiens, bon un lundi normal, mais en faire un événement quasi apocalyptique et puis que tout le monde se met à paniquer, moi je trouve que c'est un peu exagéré. Alors après, on va pas reprocher à un film de ne pas parler de ça, mais moi je trouve que le fait de ne jamais évoquer justement le côté scientifique du truc, moi ça me pose problème. Par rapport à l'existence même, ça me pose un peu problème. Subrepticement, mais il l'évoque un petit peu, parce qu'effectivement, en fait, justement, elle profitait de la technologie extraterrestre pour l'utiliser dans sa technologie, il nous en parle dans le film, il nous en parle que c'est utilisé dans la vente d'armes, dans la recherche, mais je ne sais plus si c'est de la recherche médicale, mais en gros, c'est pour ça que c'était en partie resté secret, c'était pour pouvoir continuer de les exploiter sans jugement moral, entre guillemets.
Moi, par contre, tu vois, je suis intimement convaincu que si demain les extraterrestres existent, je pense que ça va avoir des répercussions apocalyptiques, hein. Je pense qu'on va avoir des gens qui vont se prendre tellement le vertige de l'existence dans la face, qui vont se dire, mais en fait, ouais, la vie, ça sert à rien, et puis on fait des dingueries, quoi. Mais franchement, c'est le scénario auquel je crois, ça devait arriver, hein. J'y crois aussi, de toute façon, les implications, même si la religion a pu se remettre, comme tu disais, de certaines choses, ça va quand même remettre en question les croyances de certaines personnes. Je pense quand même qu'il va y avoir cette question de la politique qui va devoir se tripatouiller de tout ça en mode comment on établit le contact, quelle va être la gestion de ce genre d'événement, comment les médias vont pouvoir approcher ça. Je crois vraiment qu'il va y avoir un effet. Après, encore une fois, est-ce que ça pourrait empêcher le monde d'aller à sa perte, comme c'est représenté dans le film où on est à 2 secondes de la Troisième Guerre mondiale? Peut-être pas. Mais je pense clairement qu'il va y avoir un changement énorme. D'une manière ironique, ça me fait penser à la fin de Watchmen où on est face à une menace qui dépasse tellement que ça ne peut qu'amener l'union. Effectivement, je pense il y aurait ce genre de changement pour le coup. Et d'ailleurs, c'est même un peu pour ça qu'il y a des variations pour le personnage par rapport à Scanlon, le méchant incarné par Colin Firth, qui change de point de vue par rapport à ça. Il est face à quelque chose qui le dépasse tellement qu'il se retrouve totalement battu et qu'il se laisse faire et qu'il retrouve même une forme, j'ai pas envie de dire de féerie, mais c'est assez implicite que sa personnalité a totalement changé suite à la mort de sa femme. C'est même un peu verbalisé par Hugo, le personnage qui est incarné par Coleman Domingo et qui, pour moi, sert quand même de relais à Spielberg également. Et qui se confronte justement, qui essaie de mettre en face ce personnage par rapport à sa vision, un peu comme un réalisateur essaie de remettre un producteur ou un responsable de studio face à pourquoi on fait du cinéma, plus que le côté pouvoir, plus que le côté financier. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant que la scène de possession, on va dire, de la part de Colin Firth sur Jane, ça se fait dans un studio qui est assez gris, et on pourrait même y voir une forme d'allégorie de performance capture. Là, c'est peut-être moi qui suranalyse, mais d'autre côté, si on ne suranalyse pas de temps en temps, on n'aurait pas la compensation des gens qui sous-analysent. Et même par rapport à ça, j'ai repris Cole, hein, je suis désolé, hein, je t'ai un peu piqué de la parole, mais je me permets. Ouais, j'avais terminé. Mais effectivement, je trouve que la commande, ses pouvoirs sont toujours liés à l'image. C'est soit projeter, c'est rendre invisible, ou c'est rallumer l'image. On est quand même dans une certaine logique technique ici, qui laisse assez suggérer, mais sans trop révéler, pour qu'on comprenne le fonctionnement, nous en tant que spectateurs, mais qu'on comprenne également qu'on ne peut qu'être dépassé par sa manière de fonctionner. Si je peux continuer là-dessus, mais encore une fois, dans ce côté très espace communautaire, enfin communauté qui se soutient face à une imposition du pouvoir, le fait même qu'à un moment, les personnages viennent récupérer Jane et Daniel dans des camions de pompiers face aux véhicules qui sont constamment noirs, déshumanisés de Wardex. Alors je sais que c'est clairement pas le plus fin là-dessus, on est tout à fait d'accord, mais je trouve que ça reste quand même dans la symbolique assez logique et pertinent dans ce qu'il veut raconter. Après, on parlait de la journaliste, mais je trouve ça intéressant qu'on soit dans un rapport d'un film qui interroge une volonté de communication par le lien plutôt qu'une communication vaine. On a ce personnage, le compagnon de Jane qui est incarné par Wyatt Russell, qui ne l'écoute jamais, qui n'amène jamais le soutien. On a le personnage du compagnon de Jane qui ne la soutient jamais, qui justement se laisse emporter par les choses, et qui d'un autre côté, dans la narration même, c'est un peu logique d'avoir ce personnage qui est totalement perdu et qui renvoie finalement à des personnages perdus par ce qui les dépasse dans les films de Spielberg. Mais cette journaliste à la fin, qui est d'ailleurs une ancienne présentatrice TV, qui perd ses mots par rapport aux images, c'est la communication froide qui se laisse emporter par l'émotion. On est dans un rapport émotionnel, rapport thématique qui pour moi est assez logique. Parler vite fait du design des extraterrestres, mais comme ça a été souligné, on renvoie ça à toutes les traces qui ont été marquées. Alors, pour les ufologistes, évidemment, on ne va pas rentrer dans cette question est-ce que les extraterrestres existent ou pas, mais pour moi, ça reste logique de partir sur quelque chose qui a été vu et revu, parce qu'on part de certaines sources, entre guillemets, et surtout qu'on aurait fait un glouglou de l'espace un peu n'importe comment, ou un autre design, les gens auraient râlé que ce n'était pas assez réaliste d'une certaine manière. À partir d'un moment, on parlait de cette fin d'avoir l'extraterrestre qui arrive en vrai. Je trouve que c'est aussi logique d'avoir cette fin, de terminer sur la seule chose, comme vous dites, qui ne pourrait pas être discréditée là-dessus, mais même l'image de cinéma d'une certaine manière. Comment là-dessus on peut dépasser l'image de science-fiction dans notre époque et avoir l'extraterrestre
présent devant nous. Voilà, pour moi, ça amène encore une fois cette pertinence thématique de rapport à l'image, de rapport à l'actualité, du questionnement de l'image, de fiction / réel, et son pouvoir dans un monde où on est constamment bombardé d'images, où on subit des conneries en IA de personnes qui sont diverties par des fruits qui refont une télé-réalité avec des codes misogynes et racistes. Là, je trouve qu'avoir cette volonté de renvoyer une image / vérité / fiction, selon la lecture que l'on a, ça reste pertinent, ça reste fort thématiquement, et moi ça me touche. Après, le rapport genré qui a été noté, c'est vrai que c'est un point auquel je n'avais pas pensé. Je peux comprendre la remarque. Je dirais bien que c'est quelque chose que Steven Spielberg et surtout David Koepp, le scénariste, n'ont pas spécialement pensé, mais ça reste plus valide à mes yeux que certaines remarques lues ça et là, même si c'était très intéressant également d'écouter les avis négatifs de votre part. Eh bien, merci. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, enfin on n'a pas fait le tour sur le film, mais on a pas mal épuisé chacun notre avis dessus et les divers arguments qu'on avait. Donc je trouve que c'était une discussion fort sympathique. Et si vous le voulez bien maintenant, nous allons passer aux suggestions. Des suggestions qui, comme d'habitude, c'est une relative carte blanche. Après, si vous voulez parler d'un thème qui ressemble comme la science-fiction, un film de Spielberg ou que sais-je, eh bien, c'est carte blanche. Je vais commencer pour une fois et je vais pas être très original et on l'a dit tout à l'heure. Moi, je vais parler de La Guerre des Mondes que j'ai adoré. C'est un film donc avec Tom Cruise et des aliens qui débarquent sur Terre et qui provoquent le chaos. C'est un vrai chaos, c'est pas un potentiel chaos, c'est-à-dire qu'ils arrivent et ils détruisent tout. Et c'est vraiment exactement tout ce que c'est le mieux faire Spielberg, c'est-à-dire de l'action, c'est vertigineux, il y a beaucoup de tension lors de beaucoup de scènes, enfin, j'ai trouvé ça absolument fabuleux, et le final anticlimatique est vraiment une des choses les plus osées du cinéma de Spielberg, je trouve. Donc voilà, je vous conseille La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. Robin, est-ce que tu aurais une suggestion ? Alors moi déjà je vais commencer en disant que La Guerre des Mondes de Spielberg c'est son meilleur film, voilà, désolé je suis pas ouvert au débat. Après ça, ça va faire plaisir à Liam, moi il y a un film, j'ai eu envie de le revoir parce que tu parlais de la BO du film qui était pas très inspiré de John Williams. Moi justement cette BO à un moment, elle m'a rappelé le thème à la fin de Super 8 et ça m'a donné envie de revoir Super 8. Super 8, je trouve que c'est le meilleur film Spielbergien non fait par Spielberg. Voilà, c'est le film que je recommanderais si vous voulez encore un film d'extraterrestres et d'enlèvement. Voilà, c'est vachement bien. Super 8 de J.J. Abrams, je précise. Liam, du coup, puisque tu ne peux pas évoquer Super 8 de J.J. Abrams, est-ce que tu aurais une autre suggestion pour nos auditeurs ? Parce qu'il faut savoir pour les auditeurs que Super 8 est peut-être, si je devais faire un classement de films préférés, ce qui est quelque chose qui est assez vague, mais je pense que Super 8 serait dans le top 3 et pas 3e. Donc, merci de me l'avoir piqué. J'ai un film extraterrestre qui est encore une fois un film américain, mais cette fois-ci qui est passé assez discrètement. C'est The Vast of Night qui se déroule dans les années 50. On suit un animateur radio et une stand-artiste qui se retrouvent confrontés à des sons extraterrestres et qui se demandent si c'est réel. Alors c'est assez intéressant parce que c'est un film qui joue quand même d'une visualisation du son. On est obligé là de jouer sur de la verbalisation étant donné qu'on est face à des médias, la radio, le téléphone, qui ne peuvent pas exprimer l'image. Et donc tout ça joue sur ce rapport verbalisé sans tomber dans une certaine lourdeur. Visuellement, c'est fort, très fort, je trouve. C'est assez impressionnant vu le peu de moyens qu'il y a derrière. Donc The Vast of Night, si vous avez l'occasion, c'est un bon film extraterrestre qui méritait de souligner, même si Super 8 est le meilleur film du monde. Et Arthur, est-ce que tu aurais une suggestion pour nos auditeurs ? Toi qui es fan de cinéma indien, tu n'aurais pas un film d'extraterrestre avec... non, j'ai pas de film d'extraterrestre indien parce que le cinéma d'extraterrestre indien pue la merde. Donc ça sert strictement à rien de parler de cinéma de science-fiction indien. Par contre, je vais conseiller un film qui est sorti cette année. Il n'y a strictement rien à voir avec l'émission de ce soir, mais que j'ai vu cette semaine et qui est assez exceptionnel. C'est Laguna de Šarūnas Bartas. C'est un réalisateur lituanien qui est assez exceptionnel. Et en fait, il a perdu sa fille dans un accident de voiture, de ce que j'ai bien compris, il y a quelques années. Et là, il fait un documentaire en Amazonie avec son autre fille sur les traces un petit peu de sa première fille décédée. C'est très touchant, c'est très beau. Il n'y a pas de John Williams à la musique, donc c'est fabuleux. Et vraiment, je vous le conseille sur l'occasion de le voir, Laguna de Šarūnas Bartas, qui je pense fera partie de mon top de l'année à la fin de l'année. C'est un très très beau documentaire sur le deuil, la perte et la reconstruction. Et ça s'appelle pas Laguna par rapport à l'accident de voiture, c'est pas... Non, mais c'est pas la Renault Laguna. Non, c'est pas la marque de la voiture. Voilà, c'était une Alfa Romeo et il y avait un train apparemment. Eh bien, sur ce, merci beaucoup messieurs. Ce fut une discussion, je le répète, très agréable. Comme d'habitude dans l'émission, nous passons un petit extrait musical et puis on se retrouve pour une prochaine fois très vite pour un nouvel épisode. Salut. Au revoir. Au revoir. Moi je dis pas au revoir. Moi.